Alors bonjour à toutes et tous. Alors j'ai l'honneur d'introduire ce webinaire autour du projet Territoire à vivre et qui va parler plus particulièrement de l'accès agricole. Je commencerai par dire que nos territoires, les habitants de nos territoires sont forts de propositions pour transformer notre système alimentaire. Le projet Territoire à vivre, il en témoigne en donnant la parole à celles et ceux qui coopèrent pour construire un système alimentaire qui soit plus durable et plus juste. Alors, l'axe agricole du projet Territoire à vivre, il s'est appuyé sur les collectifs de paysans des CIVA pour caractériser la durabilité et s'inspirer des outils qu'ils utilisent pour développer des pratiques agroécologiques. Alors, je pense ici au diagnostic de durabilité pour le maraîchage ou pour l'élevage et aussi aux différents outils pour organiser une visite de ferme. Mais très vite, Réseau CIVA m'a attiré l'attention des différents partenaires de Territoire à vivre sur l'importance de la planification, la nécessaire coopération qu'elle implique et l'importance de la méthode pour que les collectifs paysans, leurs concitoyens, les associations qui luttent contre la précarité alimentaire puissent trouver ensemble les formes de coopération qui soient adéquates. Alors, il en découle des publications dont on va parler un peu plus loin, comme la quadrature du poireau, qui incarne bien cette démarche, cette idée qu'on est intelligent qu'à plusieurs et que les dynamiques collectives sont un terreau fertile pour cultiver des solutions là où les problématiques peuvent paraître parfois irrésolubles. Alors, je terminerai en disant que les CIVAM sont très attachés à cette démarche. Ils sont très attachés à cette démarche et ils partagent cet attachement avec leurs partenaires. Et pour la bonne raison qu'elle participe à l'instauration d'une véritable démocratie alimentaire. Voilà, donc bon webinaire à toutes et tous. Et je redonne la parole à Clément. Alors, donc, très rapidement, heu, on va avoir la chance, tout le monde voit mon diaporama ou pas? Ça marche, parfait. Alors, aujourd'hui, après ce petit mot d'accueil de Nicolas qui est administrateur au réseau CIVAM, on va avoir une présentation des 4 territoires à vivre. D'abord celui de Lyon par Jérémy, puis celui de Montpellier par Clara. Ensuite, on prendra un peu de temps pour échanger. Vous pourrez poser vos questions pendant une petite quinzaine de minutes, sur ces 2 territoires. Ensuite, on reprendra avec une présentation de ce qui s'est fait à Marseille et ce qui s'est fait à Toulouse, donc avec Jonathan et avec Marie. Et là, on aura une quinzaine de minutes pour prendre des questions. Ensuite, il y a Léa qui reviendra sur une étude qu'elle a faite lors de Territoire à vivre sur la construction des prix entre les initiatives de solidarité alimentaire et les agriculteurs, comment ils construisent leurs prix de vente. Et ensuite, je présenterai rapidement un livrable, un guide qu'on a rédigé dans le cadre du projet qui s'appelle La quadrature du poireau et qui s'intéresse à cette question justement des prix. Et Nathalie, qui est administratrice à Réseau CIVAM, conclura ce webinaire. Jérémy, je te laisse prendre la suite. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer un petit peu de dérouler ce qui a pu se passer sur Lyon, autant en termes de réflexion qu'en termes d'action. Je vais essayer peut-être de partager mon écran déjà. Euh, Là, est-ce que vous voyez? C'est pas optimal, mais voilà, c'est cette partie-là. Euh, Nous, en fait, l'intuition de départ sur Lyon, ça a été déjà de mutualiser de l'approvisionnement puisqu'il y avait plusieurs structures d'accessibilité alimentaire qui sont des associations de distribution. Et donc, il y avait cette problématique de développer de l'approvisionnement bio-local de qualité et plus largement de mutualiser son approvisionnement, que ce soit en termes de camions, de flux, de services à développer. On sortait du contexte du Covid, ce qui était très fort, c'était certains avaient déjà pu expérimenter des bribes d'achat de produits biolocaux de qualité, sans que ça se pérennise dans le temps. Donc on avait un peu cette base d'expérimentation. On s'est dit ça, il faut qu'on puisse le développer et le pérenniser dans le temps. Comment on s'organise collectivement pour créer la structure qui va pouvoir faire émerger cette nouvelle orientation dans les approvisionnements de chacun. Et donc, on était beaucoup sur cette problématique de développer et sécuriser cet approvisionnement de qualité, vu que ça avait été la problématique
principale durant le Covid, celle de sécuriser de l'approvisionnement pour des publics en précarité. On se basait aussi sur le diagnostic du projet alimentaire territorial du Grand Lyon, qui avait fait le constat que sur Lyon dans son ensemble, il y avait une production locale qui était très fortement exportée et une consommation locale qui était très fortement importée et qui avait une forte corrélation. En fait, il y avait une forte possibilité pour relocaliser et faire correspondre cette offre et cette demande sur le territoire pour non seulement relocaliser, mais aussi transformer le système agroalimentaire vers plus de durabilité, vers voilà. Et donc, nous, on est arrivé en tant que territoire à vivre, un peu avec cet axe-là de oui, cette relocalisation-là, elle se fera pleinement que si elle est accessible pour les publics en précarité. Et donc, c'est vraiment par cette entrée-là qu'on a pris le sujet avec l'envie de faire un pôle logistique mutualisé et de coopération plus largement. On pourrait mutualiser nos moyens, mais aussi développer des services utiles à cette transformation. De développer un fonds de tiers financement, puisque naturellement, beaucoup d'associations, en tout cas, n'ont pas les moyens en propre d'aller acheter de l'approvisionnement de qualité sur le territoire. Et donc, on se retrouve dans cette fameuse quadrature du cercle ou quadrature du poireau, pour citer le livrable qui a été réalisé par le CIVAM, où si on voulait acheter de l'approvisionnement de qualité, soit on lésait un peu le producteur, soit c'était plus accessible pour nos publics. Donc, la question, c'était de comment capter ensemble des tiers financements et les rendre pérennes dans le temps en allant chercher une quantité d'acteurs publics divers, en allant ramener aussi potentiellement des financeurs privés, voire même des financements citoyens. Et enfin, de structurer ensemble des filières, d'aller chercher en commun, de planifier, de créer de la relation aussi avec les producteurs sur le territoire. L'idée étant que pour les associations, ça offrirait des services moins chers, une plus grande visibilité dans le temps, des flux optimisés et décarbonés aussi. Pour les publics, plus de choix par exemple, dans les épiceries sociales et solidaires ou dans les restaurants sociaux pour avoir aussi accès à des produits de qualité, mais aussi plus de dignité, plus de santé. Pour les producteurs, d'avoir des services qui soient plus adaptés, plus simples, de livraison mutualisée, qui soient rémunérés au prix juste et aussi que voilà, ils puissent adhérer à quelque chose, à un projet qui a du sens. Et pour les collectivités, l'État, les financeurs, avoir plus d'efficience dans la dépense en disant plutôt que de défiscaliser des produits de mauvaise qualité où on sait qu'on va devoir remettre de l'argent pour restaurer l'environnement, on va remettre de l'argent pour dans la santé des personnes, etc. Autant mettre directement de l'argent dans du financement de denrées de qualité locale, où ça fait vivre le tissu économique, où on sait que les personnes seront en meilleure santé, l'environnement sera préservé, etc. Donc, sur cette première année, on s'est dit, on a fonctionné par expérimentation, par petites expérimentations. C'est-à-dire, on s'est dit, on va y aller à 3 structures pour tenter de faire des achats planifiés à 3 déjà. Donc, il y avait Vrac Lyon, qui est un groupement d'achat de produits de qualité en quartier prioritaire de la ville. Le GESRA, qui est le groupement d'épicerie sociale et solidaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, et les escales solidaires d'habitat et humanisme, qui sont un restaurant social qui propose des repas à 2 € pour tout public. Donc la première des choses pour nous, ça a été alors est-ce que j'arrive à je suis pas sûr si je ne vais pas pouvoir changer de slide, bon tant pis.
La première des choses pour nous, à trois, c'était de comprendre un peu les systèmes d'approvisionnement de chacun et leurs particularités, parce que chacun fonctionne de façon très différente. Donc, il a fallu déjà un peu comprendre comment les uns les autres fonctionnaient. Ensuite, se dire, OK, pour nous, c'est quoi la qualité? C'est quoi le local? Est-ce que c'est 50, c'est 100 kilomètres? Est-ce que c'est que du bio, etc. Ensuite, on a un peu regardé quels étaient les produits prioritaires pour nos publics, quels étaient les produits les plus stratégiques sur lesquels il fallait qu'on se positionne, justement dans cette idée de sécuriser l'approvisionnement sur le territoire. Et enfin, on a estimé un peu les volumes dont chacun s'estimait capable d'écouler sur l'année pour pouvoir, dans un second temps, planifier avec les agriculteurs. Et forcément, quelles étaient les nécessités de cofinancement de ces produits. C'est-à-dire quel était, entre le prix juste qu'on allait payer aux producteurs et le prix accessible pour les publics de chacun, quelle était cette part qu'il fallait venir compléter pour pouvoir aller chercher des tiers financements ensemble. Donc ça a fait l'objet de tout un travail qui s'est capitalisé sur la première année. Mais en avançant dans cette démarche expérimentale, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qu'il fallait qu'on adapte, notamment cette idée qu'on arriverait à faire un fonds qui viendrait être alimenté par plein de différentes personnes et qui alimenterait directement ces achats. On s'est rendu compte que c'était très restrictif. On essayait au début on s'est un peu perdu dans essayer de calculer des taux de répartition des subventions en fonction des précarités des publics. En fait, on s'est dit que finalement, c'était peut-être pas trop notre place, que notre rôle, c'était plutôt de contribuer à faire naître des nouveaux financements qui vont dans ce sens, mais de laisser chaque structure déposer en propre et nous d'être un outil, un support finalement à toutes ces associations-là qui veulent transformer leur approvisionnement. L'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que c'était compliqué pour toutes les structures d'être seulement sur un modèle de planification et qu'aussi, il n'y avait pas des besoins qui étaient seulement locaux. Donc, de pouvoir créer de la souplesse dans ce qu'on proposait avec des achats plus ponctuels, de la commande un peu plus sur le court terme. Et aussi qu'en termes de modèle, éviter de faire une grosse plateforme d'achat qui aurait potentiellement tendance à éloigner les structures des producteurs avec lesquels elles sont déjà en contact. Et donc là, a commencé à émerger l'idée de faire plutôt ce qu'on appelle une décentrale d'achat, ce qui est un modèle un peu plus décentralisé qu'une plateforme d'achat et qui consiste à faire en sorte que chaque client de la plateforme peut aussi avoir son réseau de producteurs et ouvrir les commandes qu'elle fait avec ses producteurs à de l'achat groupé pour l'ensemble du réseau. Et donc d'avoir un maillage un peu plus intéressant et d'avoir une prise un peu plus directe avec les producteurs. Et donc cette année, ce travail se continue. On est allé chercher des bouts de tiers financement à droite à gauche. Et donc ces trois associations se sont engagées à tester de l'approvisionnement mutualisé sur 6 produits stratégiques. Donc il y a des légumes, ail, carottes, pommes de terre, etc. Du lait, du beurre et des œufs. Donc, on se rend compte en mettant nos volumes ensemble que déjà, bon, il y a des produits sur lesquels on ne représente pas grand-chose. Donc, l'intérêt de planifier n'est pas encore très intéressant. Par exemple, sur le lait, on représente ce que produit une vache sur une année. Donc, on sait que voilà, on ne va pas avoir besoin de faire une grosse approche de filière pour aller chercher ce lait. Par contre, sur les œufs, on sait qu'on a un volume et on sait qu'on est sur un secteur qui est en tension, sur un produit qui est en tension sur la métropole. Et donc, ça va être intéressant parce qu'on va devoir expérimenter le fait de mettre plusieurs producteurs autour de la table et donc d'engager un peu une démarche de filière, ce qui est assez nouveau pour des associations qui sont plutôt orientées vers de l'action sociale. Et donc, il y a tout un apprentissage qui se fait
de ces associations pour commencer à penser en logique filière. L'idée derrière tout ça, c'est que sur cette expérimentation-là, on puisse tirer des enseignements en termes de projection de l'activité sur le long terme et de progressivement l'ouvrir à d'autres structures. Donc, l'idée à la fin de l'année, c'est qu'on puisse avoir un peu plus d'idées sur comment on va projeter cette activité dans un pôle physique et concret. Quelle surface ça prend, quel sera le modèle économique, est-ce que les hypothèses de modèle organisationnel de des centrales d'achat se valident ou non, est-ce qu'il y a d'autres modèles à développer, et l'idée, voilà, c'est de progressivement se dire on vise un changement structurel de l'approvisionnement et de l'alimentation sur le territoire. Comment cette plateforme se fait un outil entre des nouveaux fonds qui arrivent, notamment le fonds Mieux manger pour tous avec son volet national et son volet régional, des fonds de la métropole qui commencent à se dégager aussi dans ce sens-là, comment nous, on peut aller débloquer d'autres fonds en allant à plusieurs convaincre des financeurs de l'importance de structurer ces filières-là pour les associations. Et donc d'être un outil au service de la transformation de l'approvisionnement des associations d'aide alimentaire du territoire. Et donc de progressivement venir intégrer l'ensemble des associations là qui veulent rentrer dans cette dynamique en ayant notre particularité de dire nous, on ne va pas être un intermédiaire mécanique entre des producteurs et des consommateurs, mais on va essayer d'avoir une gouvernance avec des producteurs, avec des citoyens, des consommateurs précaires, avec les associations. On veut aussi que ces produits de qualité ils soient accompagnés sur le terrain, donc qu'il y ait des démarches de démocratie alimentaire qui accompagnent les changements de consommation sur le territoire. On est aussi en défense d'une certaine qualité en termes d'achat et d'essayer de favoriser un maximum la localité. Donc voilà, ce projet-là, pour nous, il est vraiment pensé comme étant structurel, se structurant dans le temps et de long terme, avec une approche voilà, expérimentale où on tire des enseignements et puis on avance progressivement comme ça, on ouvre progressivement. Et l'idée, c'est d'en faire un outil territorial au service à la fois des producteurs, à la fois des associations, à la fois des collectivités et évidemment des citoyens qui sont en situation de précarité ou non d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Je peux préciser, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra après entendre Clara et de Montpellier. Il y a Sonia qui a posé une question, mais n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure et on pourra les questions après. Clara, je te laisse prendre la suite sur Montpellier. Ok. Bonjour à toutes et tous. Du coup, moi, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait à Montpellier. Donc, juste pour rappel, je précise juste, je ne sais pas si vous avez tous et toutes suivi les webinaires précédents sur la démocratie alimentaire et le modèle économique. Mais du coup, je rappelle ce qu'on a fait donc, sur la caisse alimentaire commune. C'est l'orientation du coup qui a été prise assez rapidement entre les 25 structures qui composaient le projet de territoire à vivre à Montpellier. Donc, qui étaient à la fois des associations qui travaillaient sur les questions plus de solidarité ou plutôt agricoles, notamment les CIVAM. On retrouve aussi dans ces structures les collectivités, donc la ville, la métropole, le mine. Et donc assez vite, l'objet de travail qui est apparu, c'est de travailler sur une expérimentation de caisse alimentaire commune, donc qui s'inspire de la sécurité sociale de l'alimentation et qui permettait de croiser du coup les enjeux de précarité agricole et alimentaire sur lesquels on travaillait dans Territoire à vivre. Donc, ça a pris la forme d'un budget qui est constitué de fonds publics et privés. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près 200 000 euros. Et le principe, c'est que chaque expérimentateur a 100 euros à dépenser chaque mois dans des circuits qui sont conventionnés et contribue à la caisse en fonction de ses moyens. Et ce budget, il a été confié à une cinquantaine d'habitants de la ville et la métropole de Montpellier, qui sont constitués en comités citoyens, qui se réunissent depuis octobre dernier, à minima une fois par mois, et qui décident du coup de la gouvernance de la caisse, du coup comment est-ce qu'on cotise à cette caisse, quels sont les circuits conventionnés notamment. Voilà à peu près le schéma global du projet.
Et du coup, pour revenir à la partie agricole, l'hypothèse de départ, c'était de tester comment cet outil-là de caisse pourrait avoir un impact sur le système agricole et alimentaire territorial, puisque du coup, ça permettait d'apporter une réponse à la question du prix notamment, enfin, voilà, de l'accessibilité, on va dire, économique, et du coup, comment on travaille aussi les questions d'accessibilité géographique. Donc, dans un premier temps, sur la partie plutôt des approvisionnements et enfin, voilà, de la pro, ouais, on a un peu comme à Lyon, en fait, on est parti sur comment on pouvait mutualiser les approvisionnements en produits de qualité. Donc, il y a un groupe de travail qui s'est constitué où on retrouve plutôt des lieux de distribution qui sont à la fois rattachés à la caisse, mais pas que, puisqu'il y a aussi le Secours catholique, par exemple, qui n'est pas conventionné, la ville de Montpellier, au titre du coup d'acheteur public pour la restauration collective. Donc, au départ, on a essayé de voir comment on pouvait travailler ensemble ces questions d'appro. Ce n'était pas forcément évident parce qu'il y avait des structures avec des tailles différentes, des fonctionnements très différents. Donc, on est parti sur un travail déjà de cartographie. Qu'est-ce que chacun achète en volume, en produit, où est-ce qu'il l'achète? Bon, on n'a pas réussi à aboutir sur quelque chose de forcément exhaustif, mais bon, ça fait une première base de travail. Et à partir de ce travail de cartographie, on a essayé d'identifier aussi des besoins communs. Donc, on est parti sur on va essayer de tester, on ne l'a pas encore fait parce que ça avance voilà, lentement, mais ça avance quand même, du coup, de tester des commandes en commun sur des produits qu'on trouve peut-être plus difficilement, donc notamment des légumes en volume semi-gros, pommes de terre, carottes, oignons. Et puis des produits plutôt arboricoles, donc notamment fruits à noyaux, fruits à pépins. Donc l'idée, c'est de tester dans les prochains mois, là, vu qu'on va retourner dans une saison de production, l'approvisionnement en commun sur ces produits-là. Donc on a identifié des producteurs. Et maintenant, la prochaine réunion, ça va être de voir avec quels producteurs on travaille et comment, du coup, on peut essayer de travailler ces questions de planification plutôt côté demande. En fait, au départ, ça rejoint un peu ce que tu as exprimé, Jérémy, les questions que vous posez à Lyon, on se les pose clairement aussi. Du coup, je vais peut-être pas redire tout ce que tu as dit, mais les questions de quel outil, notamment de plateforme centrale ou décentrale d'achat, c'est voilà, on partage complètement. Donc, comme quoi, on a vraiment des problématiques partagées. Et on va essayer d'avancer là-dessus ces prochains mois, mais voilà, il n'y a pas de réponse toute prête. Nous, on a du coup sur la métropole de Montpellier un outil qui est le MIN, le marché d'intérêt national, qui est partenaire du projet. Donc, comment on peut travailler aussi ces sujets-là avec le MIN. Et du coup, j'arrive plutôt sur la place des producteurs dans ce projet. Donc, comme je disais, on travaillait plutôt ces questions avec des structures qui composent la demande à Montpellier. Il n'y avait pas forcément de producteurs en tant que personne. Ils étaient plutôt représentés par des associations, notamment les CIVAM. Et comment on arrivait à introduire les producteurs dans ce projet, ce n'était pas forcément évident, puisque du coup, on arrivait à travailler sur des sujets d'accessibilité, d'alimentation, et ce n'est pas forcément ces sujets sur lesquels on voit les producteurs en priorité. Donc, il y a eu un gros temps fort quand même qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, le 22 avril, où il y a une séance du comité citoyen qui était vraiment consacrée au lien avec les producteurs. Donc là, on a pu faire un vrai échange entre habitants, entre citoyens et producteurs et productrices au sein d'un cercle samoan. Et il y avait 6 ou 7 producteurs qui sont venus échanger et qui ont pu partager du coup leurs problématiques. Donc, c'était très intéressant. Ça partait à la fois du foncier, de la maîtrise technique de ces productions quand on a un maraîchage diversifié. On avait aussi un producteur de légumes en semi-gros. Donc, c'était intéressant de montrer qu'il y avait plusieurs modèles aussi de production de légumes et qu'on n'était pas que sur un système de panier, ce qu'on voit plus souvent peut-être en ville avec des maraîchers diversifiés qui ont une petite surface autour de Montpellier. Et du coup, ça mettait aussi sur la table voilà, les questions de lien entre territoire nourricier puis territoire urbain qui a plutôt un gros déficit de production. Et du coup, ce lien aux producteurs au sein du collectif Territoire à Vie, on ne savait pas trop comment le traiter, puisqu'en plus, on était dans un contexte assez difficile pour les producteurs, surtout sur la commercialisation au circuit court.
Au départ, on voulait passer par des enquêtes auprès des producteurs pour identifier ceux qui avaient des besoins de changement de commercialisation ou juste qui étaient en phase d'installation et qui avaient besoin de trouver des débouchés pour travailler en priorité, ou enfin avec ceux du moins qui auraient besoin ou envie de travailler avec nous. Finalement, on va cibler plutôt 2 productions, donc à la fois l'élevage avec un groupe d'éleveurs qui est déjà constitué au sein d'un projet autour de l'abattage à la ferme, plutôt dans le nord du département. Donc, on va bientôt faire une réunion avec eux puisque ce mode d'abattage va modifier un petit peu leur commercialisation, donc voir comment on peut être solidaire pour le coup de ce changement de modèle un peu qu'ils vont opérer sur leur ferme. Et puis, du coup, sur la partie maraîchage, on vient, c'est tout frais, de déposer une demande de GI2E émergence. Donc, GI2E, c'est groupement d'intérêt économique et environnemental, je crois, entre maraîchers autour de la métropole. Pour le coup, là, on a réussi à mobiliser 6 ou 7 maraîchers qui sont vraiment installés sur Montpellier ou dans la métropole ou vraiment au port de la métropole, qui approvisionnent déjà la caisse directement parce qu'ils sont conventionnés à titre individuel ou indirectement parce qu'ils approvisionnent un lieu comme la Cagette, par exemple, ou les marchés paysans. Et du coup, l'idée, c'est de travailler avec eux ces questions de modèle économique, puisqu'on se rend compte que bien qu'on soit en gros déficit de production sur Montpellier, les maraîchers qui sont installés autour de la métropole, qui pourraient du coup être submergés de demande et avoir un modèle économique béton, parce que la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché, normalement, devrait faire, si on était dans un modèle parfait libéral tel qu'on nous présente, bah, du coup, ils devraient super bien vivre de leur métier. Pour le coup, ce n'est pas forcément le cas. Ils rencontrent tous des problèmes quand même de débouchés, de rémunération, des problématiques techniques aussi. Ils sont, malgré le fait qu'ils soient au port de la ville, il y en a qui sont isolés. Et du coup, comment on traite ces questions de modèle économique avec eux, de solidarité entre citoyens et producteurs. Donc voilà, on espère pouvoir travailler ces sujets-là un peu plus en profondeur à partir de l'automne prochain, quand ils seront un peu plus disponibles. Et voilà, ça c'est pour la partie plutôt maraîchage. Et du coup, je fais une parenthèse parce qu'à Montpellier, la suite du projet Territoire à vivre, ça va être le projet Terrasol. Donc, c'est un projet qui a été déposé en consortium par la FR-CIVAM, Occitanie, la ville, la métropole de Montpellier, le MIN, Supagro, et j'oublie sûrement des partenaires, j'en suis désolée s'il y en a qui sont là. Et donc, c'est un projet qui est lauréat de l'AMI démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. Et l'idée, c'est de travailler justement ces questions de solidarité qu'on entend du coup dans le projet comme des relations d'interdépendance pour faire cause commune dans l'intérêt général et pas forcément comme de l'entraide envers des publics ou des personnes en difficulté. Et du coup, entre territoires, et là, le territoire, il est entendu comme l'espace où l'on vit, mais aussi dont on vit, puisque du coup, Montpellier, on est une métropole qui est à la fois en bord de mer, donc il y a tout enfin, on n'a pas un rayon d'approvisionnement comme d'autres métropoles qu'on peut faire autour de la ville, et on est quand même entouré de vignes, on est sur un territoire très, très spécialisé en viticulture, donc on a vraiment un enjeu, nous, à aller travailler avec des territoires qui sont peut-être plus éloignés que, voilà, enfin, voilà, il y a un enjeu du coup à faire le lien avec ces producteurs qui sont plus éloignés de chez nous. Donc voilà, comment on travaille ces sujets-là. Dans le projet Terrasol, on a commencé à aborder notamment la notion de contrat de réciprocité. Et du coup, voilà, ça rejoint complètement aussi cet enjeu à approvisionner la ville de manière solidaire à la fois des producteurs et des habitants. Donc, c'est des sujets qu'on espère pouvoir continuer à travailler plus tard parce que c'est quand même un travail de longue haleine. 2 ans, ça permet d'initier des choses, mais on n'est pas du tout allé au bout de ce qu'on pourrait faire. Et du coup, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste, Clément, tu me couperas si c'est trop long. La dernière chose que je voulais vous partager, c'était plutôt du coup sur le lien entre agriculture et démocratie alimentaire à Montpellier. Comme je disais, on a du coup un comité citoyen d'alimentation qui travaille depuis octobre tous ces sujets-là. Donc, les premières séances du comité citoyen, elles étaient vraiment destinées à se constituer une culture commune, on va dire, entre ces 50 habitants qui venaient d'horizons vraiment variés. Donc, on a une première séance en novembre sur les systèmes alimentaires qui était animée par un bénévole des Greniers d'Abondance, qui a permis de brosser un peu tous les enjeux au sens macro, on va dire, du système alimentaire. Et après, du coup,
on est arrivé sur les questions de conventionnement et du coup, ça pose vraiment, enfin, en travaillant au conventionnement, on pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut manger, comment on veut que ce soit produit, comment on travaille avec les producteurs, comment on vient soutenir la production agricole. Et ça, c'est le soutien à l'agriculture et aux producteurs, c'est vraiment quelque chose qu'on perçoit. Mais c'est un grand fil rouge du projet, en fait, à la fois auprès des citoyens, des habitants, mais aussi des structures qui constituent les lieux de distribution, que ce soit du coup dans le groupe de travail à pro ou le comité citoyen, on entend tout le temps ça. Comment on peut soutenir les producteurs et les productrices. Donc, ça, c'est l'intention. Après, comment ça peut se décliner? Donc, c'est vraiment à travers le conventionnement qu'on essaye d'y travailler. Donc, comme j'ai dit, il y a une séance assez forte le 22 avril qui a permis vraiment la rencontre entre les producteurs, productrices et les membres du comité citoyen, qui a permis d'aborder des enjeux hyper très variés, comme je disais, à la fois du foncier sur la ceinture maraîchère de la métropole, comment on aide les producteurs et les productrices à supporter les risques climatiques. Enfin, voilà, c'était vraiment très large. Et comment, du coup, la question de la confiance, comment on construit la confiance entre des habitants d'une zone urbaine et des producteurs qui peuvent être dans des territoires ruraux plus ou moins éloignés de la métropole, sachant que les producteurs disaient qu'il faut absolument que vous preniez le temps de venir sur les fermes, c'est à vous de venir à notre rencontre, venir voir comment on travaille, mais ça pose la question du temps, des déplacements, et puis si on parle de conventionnement, ça paraît très difficile d'aller rencontrer tous les producteurs qui viennent approvisionner la caisse, puisque je ne l'ai pas précisé, mais la caisse, là, du coup, on est en train d'ouvrir l'expérimentation et ça représente 450 personnes qui vont expérimenter la caisse pendant plusieurs mois. Donc, voilà, comment on crée le lien de confiance entre ceux qui produisent et ceux qui mangent? C'est une vraie question. Donc, sur la question du conventionnement, il y a à la fois, comme je disais, un consensus sur la priorité au soutien aux producteurs, à la confiance, et en même temps, des points un petit peu plus, des points de tension, on va dire, à la fois comment on partage toutes les informations qui sont issues de rencontres qu'il y a avec les lieux de distribution ou les producteurs, puisqu'on ne peut pas y aller à 50. Donc, souvent, c'est 2-3 personnes qui vont visiter ces lieux ou les producteurs. Et comment on restitue au groupe. Donc, il y a ça, sachant qu'il y a aussi en face un besoin d'avancer assez vite pour élargir le nombre de lieux conventionnés. La question des critères. Aujourd'hui, il y a 4 grandes thématiques de critères, on va dire. C'est la qualité environnementale et la santé, la relation aux producteurs, la gouvernance des structures et l'accessibilité et le maillage territorial. Donc ça, c'est les grandes catégories sur lesquelles on est tous d'accord. Par contre, après, il y a la question des indicateurs. Et là, on voit bien que ce n'est pas binaire. Pourquoi on soutiendrait plus une structure qui a 23% de marge et pas 24%? À quel moment, en fait, on passe du côté orange ou rouge, puisque pour l'instant, on est sur un truc assez visuel où c'est une gradation. Pareil sur les moyens de production. Est-ce que c'est mieux de soutenir un producteur bio qui a 70 hectares plutôt qu'un petit producteur qui n'est pas en bio, qui a 3 hectares, mais qui travaille de manière plus humaine? Enfin, voilà, ces questions-là, elles sont hyper difficiles à trancher. Donc, en fait... on se rend compte qu'il y a des choses très personnelles qui jouent. Et d'ailleurs, très récemment, ils ont ajouté du coup un critère. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais en fait, c'est le ressenti des personnes qui vont visiter. Donc, on est sur quelque chose de pas du tout objectif et qui est en fait comment les personnes se sont entendues. Est-ce qu'elles ont confiance dans les personnes qu'elles sont allées voir et est-ce qu'elles donnent du coup leur aval pour conventionner ce lieu ou pas? Mais ça, je pense qu'à terme, ça va créer beaucoup de débats parce que c'est des lieux qui peuvent être connus par d'autres personnes. Il y a toujours des malentendus. Enfin, ça peut faire intervenir beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup de mal à identifier des choses binaires, tranchées. C'est sûrement mieux comme ça, mais voilà, ça crée aussi des fois ça commence à poser des questions. Et notamment sur ce lien au producteur, comment on vient... Quand on n'a pas de connaissances agricoles, en fait, comment on vient voir ce qui se passe sur les fermes et juger, en fait, de ce qui se passe sur les fermes. Par exemple, la première personne du comité qui allait visiter, on allait visiter un maraîcher, elle est fille de producteur, elle savait tout de suite quoi regarder, qui c'est qui fournissait les plants, comment étaient organisées les serres. Enfin, elle avait un œil hyper affûté et l'autre personne qui était avec, elle dit « Mais comment tu sais tout ça? Moi, j'aurais jamais pensé à regarder ça. Pourquoi c'est important? » Enfin, voilà. Donc, en fait, est-ce qu'on fait tout un travail de formation des habitants pour venir avoir un regard aiguisé, on va dire, sur ce qui se passe sur les fermes et puis du coup, comment les producteurs aussi reçoivent ça, ce regard qui est porté sur leur pratique, parce qu'il faut aussi accepter d'ouvrir sa ferme et d'avoir des questions voilà, qui peuvent être
être perçues plus ou moins de manière plus ou moins intrusive, notamment sur la question du revenu, des modèles économiques. C'est pas toujours simple de parler de ça avec les producteurs. Donc voilà, ça c'est plutôt des questions qu'on se pose, auxquelles on n'a pas non plus de grandes réponses toutes prêtes, mais et on va sûrement y être de plus en plus confrontés. Et dernière chose, c'est que du coup, dans le comité citoyen, la question de la confiance, enfin, sur toutes les questions locales, parce que disons, on est un territoire où il y a beaucoup de vignes, mais il y a quand même une zone avec des terres plus maraîchères, un peu plus riches. Et donc, du coup, il y a quand même des grosses productions de légumes, hein, du coup, en grande quantité, qui partent plutôt à l'exportation aussi, enfin, en tout cas, qui sont exportés du territoire, comme à Lyon, sûrement. Et, euh, et du coup, c'est des producteurs locaux, donc qui sont plus proches de chez nous. Mais en fait, ils ont abouti sur la notion de le local, finalement. Enfin, c'est pas une proximité géographique, mais c'est plutôt une proximité relationnelle. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir plus confiance en une coopérative de producteurs qui est en Espagne, qu'on n'ira potentiellement jamais visiter. Par contre, on a réussi à créer un lien de confiance avec eux par téléphone, par mail, par des intermédiaires peut-être aussi. Par contre, on va avoir moins confiance dans un producteur local à côté de chez nous qui produit dans des conditions environnementales, humaines qui ne nous correspondent pas du tout et qu'on ne veut pas du coup cautionner. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais sûrement aller très vite, mais s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Clara. Du coup, effectivement, là, on peut prendre une quinzaine de minutes de questions si vous voulez. Il y en a déjà 2 qui avaient été posées dans le chat, je crois. Il y avait une question de Sonia, qui, je pense, plutôt adressée à Jérémy sur la centrale d'achat, enfin sur la décentrale d'achat. Je te laisse y répondre, peut-être, Jérémy. Combien de produits ou grammes sont pris en compte par cette planification de production? Si tu as les chiffres, c'est pas forcément évident. Ouais, déjà sur la question alors pour l'instant, l'idée c'est d'expérimenter avec 6. On va voir si avec le volume de fonds de tiers financement qui arrivent, est-ce qu'on va tout de suite partir sur plus ou non. Donc l'idée là-dessus, c'est vraiment à mesure qu'on intègre plus de structures, on va avoir plus de croisements sur différents produits, on va avoir plus de volume et donc on va pouvoir commencer à constituer un catalogue plus extensif, catalogue qu'on pourrait même venir à croiser avec des catalogues de plateformes d'approvisionnement qui sont destinés à l'alimentation durable, donc pas aux personnes en précarité directement, puisque dans le pôle, on sera aussi avec des plateformes d'approvisionnement qui sont des plateformes d'approvisionnement de l'alimentation durable. Sur la question du logiciel, pareil, là, déjà de fonctionner un petit peu à 3 sur ces produits en expérimental, on va voir un petit peu à quoi doit répondre un potentiel logiciel par la suite. Et donc, on l'a déjà budgété sur les années à suivre pour se lancer en effet dans des outils à la fois numériques, mais aussi potentiellement matériels, hein, mutualisés, hein, acheter des camions qui permettent de faire des flux décarbonés, etc. Donc ça, c'est déjà pour la première question. Il y avait une question de Jérôme un peu plus générale. J'ai l'impression que tu veux la poser à l'oral parce Ouais. qu'elle est un petit peu longue. Ouais, je peux. En fait, c'était une question sur, en fait, quand on structure une filière, ça prend du temps. Et comment est-ce qu'on concilie ce temps-là d'organisation de filière avec le temps de ce que peuvent être les demandes ou les attentes des habitants qu'on mobilise par ailleurs en disant vous avez envie d'une alimentation de qualité choisie. On leur pose ces questions-là, ils nous répondent et voilà, je ne sais pas comment on ajuste ces décalages-là. C'est peut-être des questions pour l'avenir, je ne sais pas. Ouais, ben, je veux bien enchaîner là-dessus parce qu'on se l'est posé cette question-là. C'est évident qu'on veut à terme beaucoup plus intégrer et les producteurs et les citoyens dans cette démarche. Il se trouve que j'ai un peu évacué le sujet parce que c'était plutôt côté démocratie alimentaire, donc c'est pas directement le sujet du jour, mais on veut essayer d'expérimenter aussi une caisse alimentaire citoyenne sur le territoire.
et donc vont se poser ces questions-là de comment ils choisissent. Donc, on va commencer à entamer. En fait, quand on est côté quand on est côté consommateur, eh ben, doit faire cet effort-là d'aller regarder les problématiques côté producteur, et quand on est côté producteur, essayer d'intégrer un peu le regard consommateur. Donc, pour l'instant, on constitue un petit peu les deux côtés séparément avec des rencontres, des visites. On essaye de créer du commun petit à petit entre ces deux pôles différents d'un côté et de l'autre. Et en fait, ce qu'on veut éviter, c'est de tout de suite demander aux consommateurs qu'est-ce que vous voulez comme un sondage d'opinion ou une enquête. Ou est-ce que c'est carotte, pomme ou... Parce qu'on pense que démocratie alimentaire, c'est du temps, c'est une compréhension systémique de ce qui se passe, et donc qu'il faut pouvoir se positionner avec un avis alimenté par les réalités des uns des autres. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de constituer progressivement pour ensuite créer cette bulle de décision collective qui n'est pas la démocratie alimentaire. C'est pas juste que pensent les personnes précaires de leur alimentation. Ça va être de mettre l'ensemble des acteurs qui constituent ce maillage-là et le faire dialoguer ensemble et décider ensemble. Donc voilà, pour l'instant, côté plateforme, on est sur des sujets qui sont très techniques, y compris pour nos associations. Et donc, c'est une question de temporalité. On pense que ce n'est pas tout de suite le meilleur moment, mais par contre, une fois qu'on aura commencé un petit peu à développer des choses, il va falloir rapidement recoller les morceaux pour voir si l'offre qu'on propose, elle est bien adaptée. Il y a bien les deux cercles qui se retrouvent au milieu, quoi. Je veux bien juste du coup compléter avec ce que tu as dit, mais parce que je pense que c'est les mêmes questions qu'on se pose à Montpellier. Par exemple, nous, du coup, avec le comité citoyen, la question, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que dans les lieux, quand on parle de conventionnement, on se pose la question de, finalement, même si ce circuit de distribution ne correspond pas parfaitement aux critères que le comité s'est donné, est-ce qu'on n'inclut pas quand même qu'il puisse y avoir un dialogue permanent avec ces lieux-là et une marge de progression, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire d'accepter que en fait, sur l'approvisionnement, par exemple, on peut travailler des évolutions ou sur la gouvernance aussi, de dire, en fait, nous, il y a des trucs qui nous interpellent, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Parce qu'après, il y a toujours un peu cette difficulté, enfin, cette tension, en fait, sur une volonté d'aller vite, parce que du coup, il y a des centaines d'expérimentateurs qui vont rentrer dans la caisse. Il n'y a que 4 ou 5 circuits qui sont conventionnés. Il faut qu'on arrive à mailler le territoire de plusieurs lieux pour que les gens puissent aller acheter leurs produits quand même pas trop loin de chez eux, qui ait une certaine facilité d'achat. Mais en même temps, voilà, jusqu'où on va dans l'acceptation de choses qui nous dérangent. Et à l'inverse, moi, j'ai des échanges avec des producteurs qui m'ont dit, mais par exemple, nous, ici, on maîtrise super bien la patate douce, vous cherchez des pommes de terre. En fait, c'est pas en phase avec ce qu'on sait produire, ce qu'on peut produire en quantité ici. Peut-être qu'il faut un dialogue aussi avec les habitants pour dire, nous, on est sur un territoire tel qu'il est. Voilà, il y a la carotte, par exemple, c'est difficile. En même temps, la carotte, c'est un produit de base que je pense qu'on a quasiment tous, qu'on veut tous avoir toute l'année dans nos assiettes. Du coup, comment on traite ces sujets de la saisonnalité, mais pas que, aussi de l'adaptation au territoire sur lequel on vit et des conditions de production qu'on peut trouver chez nous. Donc, ce dialogue, je pense qu'il a gardé en permanence dans un sens et dans l'autre. Mais c'est effectivement, il y a toujours un peu à la fois la rapidité dans laquelle on voudrait être conventionné, à tester vite des choses. Et en même temps, effectivement, la structuration de filière, c'est un temps long. Donc, voilà. Ouais, juste pour rebondir rapidement, ouais. Bah, c'est marrant, on a vraiment les mêmes problématiques pour le coup. Nous, côté démocratie alimentaire, là, ce qu'on regarde, c'est comment on va pouvoir élargir dans le temps le mandat citoyen. C'est-à-dire que pour l'instant aussi, côté citoyen, il faut qu'on démarre rapidement. Et donc, on ne peut pas tout discuter extensivement sur tous les sujets. Donc, on va commencer avec un mandat citoyen qui sera voilà, décider de X produits, se mettre ensemble, gérer une caisse, etc. Et comment dans le temps, à mesure qu'il y a un travail qui est fait et qui s'amorce et que on absorbe des choses de l'environnement, des autres qui font partie de ce système-là, comment on peut voilà, progressivement élargir ce mandat citoyen pour donner de plus en plus de liberté et de choix aux personnes en question.
Pareil, une question aussi par rapport à Montpellier dans le chat de Laurence, qui demande du coup si les 50 personnes du comité sont amenées à évoluer ou c'est toujours les mêmes personnes. Alors là, ce qui a été décidé, et je vois que Pauline est là, éventuellement, si tu veux compléter, n'hésite pas. Ce qui a été décidé, c'est que donc pour l'instant, il y a 47 habitants et habitantes, et l'idée, c'est de l'ouvrir à une soixantaine de personnes au total, donc c'est-à-dire avec un mandat de 2 ans, et du coup, par tirage au sort. Donc là, les 47 premiers qui sont membres du comité citoyen vont le rester pour un an encore, et il y a une assemblée citoyenne qui se réunit le 1er juillet lors de laquelle, si je ne me trompe pas, du coup, vont être tirées au sort les dizaines de personnes en plus qui va constituer le comité pour l'année qui vient. Et puis dans un an, tout va être, voilà, potentiellement le comité citoyen va évoluer. Et voilà, donc un mandat de 2 ans avec un léger agrandissement quand même du nombre de personnes qui le constituent. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que depuis le début, on a réuni le comité citoyen plusieurs fois par mois, parfois des fois toutes les 2 à 3 semaines, et on n'a pas, enfin les gens sont vraiment mobilisés, ça c'est super intéressant et presque émouvant à observer parce que les gens sont très très impliqués. Et l'autre jour, il y a même quelqu'un qui m'a dit, parce qu'on a un peu ralenti la fréquence là, vu que on a passé l'entrée des nouveaux expérimentateurs. Voilà, il y a beaucoup d'autres réunions en parallèle, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, c'est presque pas assez de se voir une fois par mois. On aimerait bien se voir plus. Donc voilà, on sent vraiment un besoin des gens de continuer à échanger voilà, sur ces sujets qui les motivent vraiment. Donc c'est très intéressant. S'il n'y a pas plus de questions, je propose qu'on passe à la présentation du coup des 2 autres territoires, à commencer par Marseille avec Jonathan. Donc, je ne sais pas si tu es prêt, Jonathan. Je suis prêt, je suis là. Super. Bonjour tout le monde. Hop. Tac. Ouais. Alors l'idée de... J'attends que tu mettes en grand, Clément, si tu y arrives. Hop. Donc l'idée, donc rapidement, hein, je vais aller très vite sur ces points-là, donc pour vous expliquer ce qu'on a fait dans le cas de territoire à vivre. Donc on est deux structures qui sont ingénieurs de territoire, donc la Cité de l'Agriculture et Graines de Soleil. Donc chacune avec ses spécificités, c'est-à-dire que la Cité de l'Agri est plus dans une logique d'accompagnement de projets. Ils ont un très gros réseau de partenaires en ce qui concerne l'agriculture, la création de fermes urbaines, les projets environnementaux à l'échelle de Marseille. Et nous, Graines de Soleil, donc nous sommes un jardin de cocagne qui existe depuis 17 ans sur la commune de Châteauneuf, donc un chantier d'insertion, qui sommes producteurs et distributeurs de légumes bio, et on crée différents jardins partagés. Donc on est plus des opérateurs de terrain, entre guillemets, que la Cité de l'Agriculture. Vas-y, tu peux passer, Clément. Voilà, donc on a démarré le projet en septembre 21 de manière opérationnelle, et notre première logique, ça a été de travailler et de mobiliser tous les acteurs qu'on a identifiés au sein de la métropole Aix-Marseille qui travaillent sur les thématiques de l'accès digne à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Et donc on a organisé des groupes de travail sur 3 thématiques: la démocratie alimentaire, l'axe agricole et la montée en compétences des acteurs. Pour faire un focus sur l'axe agricole, l'enjeu, ça a été de travailler avec donc, les partenaires qui sont mentionnés ci-dessous, sur travailler, on va dire, la nécessité de planifier de la denrée, et que le coût de la production, puisqu'on travaille essentiellement avec des petits agriculteurs bio, et de travailler la question du coût pour le producteur. Donc on en parlera après, et je vous parlerai de ce qu'on a mis en place. Vas-y, tu peux passer, Clément. Donc à l'issue de ces travaux-là, plutôt que de partir dans un projet, on va dire, très méta, entre guillemets, on a décidé de recentrer le fruit de notre ingénierie autour de 5 projets d'épicerie sociale et solidaire qui étaient en train d'émerger suite au Covid au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Donc, petit focus là-dessus. Nous, on appelle les épiceries dans notre jargon territoire à vivre à Marseille, mais ce sont à la base des structures d'accompagnement social qui ont décidé de développer un volet accessibilité alimentaire. Donc, et on a travaillé de manière globale donc sur la question de la mobilisation des publics. Donc, ce sont les publics qui choisissent ce qu'ils veulent manger. Et après, donc, on travaille une planification avec les agriculteurs. Et on travaille également tout ce qui est mobilisation de ces publics autour d'ateliers d'ateliers alimentaires et l'approvisionnement de ces publics. Je vous en parle juste après. Si tu veux bien passer, Clément. Voilà. Donc, notre modèle éco, en gros, aujourd'hui, donc, comme je le rappelle, on va dire le territoire à vivre nous a permis, on va dire, de travailler l'ingénierie de ce projet-là, de travailler de manière commune avec les 5 épiceries, Graines de Soleil et la Cité de l'Agriculture. Donc, on va dire, on est au cœur de la bulle orange dans notre système alimentaire de coopération, qui a des effets pour chacun d'entre nous. Et du coup, on a développé des actions opérationnelles, que je vais vous lister par la suite, qui permettent du coup de soutenir l'agriculture locale et de favoriser l'accès à l'alimentation pour les publics. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, les publics ont accès à une alimentation locale et de qualité, à un prix solidaire. Je vous en parle après, puisqu'on a levé des fonds en commun pour mettre en place une plateforme qui permet au public du coup d'accéder à 30% du coût de la denrée qui est fixé par chaque agriculteur. Donc, c'est les agriculteurs qui fixent leur prix. Les produits sont choisis par les publics en lien avec les épiceries. Donc, l'accès à l'alimentation favorise le lien social et l'accompagnement des publics. Donc, là aussi, on a développé un gros axe de mise en relation entre les publics en situation de précarité, qui sont notamment des publics urbains, puisqu'on travaille majoritairement sur Marseille, avec les agriculteurs qui sont plutôt sur, on va dire, on le verra après, sur le bassin métropolitain, notamment Pays d'Aix, Berre et à proximité de Martigues. Et donc, du coup, là aussi, on a mis en place des systèmes de visite, d'ouverture de ces fermes qui accueillent les publics en situation de précarité. Dernier axe, on est sur une approche servicielle, et ça, je vais faire un gros focus là-dessus dans la série de qui suit, puisque c'est notre chantier d'insertion qui assure tout le volet logistique et la gestion des commandes. Tu peux passer, Clément, si tu veux bien. Voilà. Donc, au niveau agricole et de manière concrète, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, avant d'arriver à lever des fonds locaux, donc ces fonds viennent de l'État, de la MSA et de la Fondation Biocoop. Donc, sur le volet opérationnel. Avant de mettre tout ça, on a essayé de tester notre modèle en mettant en place un système de livraison qu'on a appelé le légume à cuisiner. Donc, ça a été lancé au printemps 2022 pour voir si on était en capacité, nous, en tant que chantier d'insertion, d'assurer une mission de logistique et de prise de commande pour fournir de la denrée, au-delà de ce qu'on faisait déjà. Donc, en gros, ça consistait en quoi? Donc, les agriculteurs sur des fins de culture qui étaient encore dans leur champ ou en stock, qui commençaient à être, on va dire, un petit peu passés, on a mis en place un système, on va dire, d'offres et demandes où on livrait les épiceries en achetant ces denrées-là qui allaient être jetées à moins 70% du coût fixé par l'agriculteur. Donc, donc sur l'été dernier, entre avril et septembre dernier, on a commercialisé à peu près 1,5 tonne de denrées auprès des épiceries, et notamment auprès de leur public, qui sont, on va dire, pour la quasi-totalité, utilisateurs de l'aide alimentaire. Parallèlement à ça, et de manière, on va dire, un peu plus long terme, on a travaillé avec Action contre la faim, qui a porté des systèmes d'enquête auprès des 5 épiceries pour savoir les quantités, le prix et les variétés que les publics souhaiteraient manger. Donc, ce qui nous a permis, on va dire, de voir quels étaient les produits les plus recherchés, quel prix max ils étaient prêts à payer et en quelle quantité. Donc, c'est pour nous notre base de travail pour commencer un travail à plus long terme qui est opérationnel aujourd'hui et qu'on a mis en place à partir de l'hiver dernier pour planifier et livrer des cultures. Parallèlement à ça, donc, on a mobilisé notre réseau d'agriculteurs. Donc, c'est vrai que nous, vu qu'on est producteur et distributeur de légumes bio, on a eu moins de difficultés à prendre contact avec les agriculteurs que pour la plupart on connaissait déjà.
pour travailler avec eux la mutualisation de leur plan de culture et fournir leurs denrées. Parallèlement à ça, au-delà du maraîchage, on travaille également avec VRAC pour tout ce qui est approvisionnement en produits secs. Et à partir du coup du 1er décembre 2023, on a lancé notre plateforme. Donc, notre plateforme, si tu veux bien passer, Clément, je crois que c'est la slide d'après. Voilà, notre plateforme, comment elle fonctionne? On a créé une mercuriale donc, qui est tenue par un salarié permanent de Graines de Soleil, qui va du coup essayer de chercher du produit en lien avec l'enquête menée par ACF, mais également contacter la quinzaine de producteurs partenaires, donc qui sont tous en bio et qui sont plutôt des petites exploitations, c'est 3-4 hectares max, pour savoir ce qu'ils ont en stock. Comme je vous l'ai dit, les agriculteurs fixent leur prix. Ensuite, on envoie tous les mercredis cette mercuriale bio aux 5 épiceries. Entre le jeudi et le vendredi matin, les épiceries reçoivent cette mercuriale. Ce ne sont pas, on va dire, les bénévoles ou salariés gestionnaires de ces épiceries qui vont commander. Elles organisent des ateliers avec leur public pour travailler sur les quantités choisies, un petit peu dans une logique groupement d'achat, qu'elles souhaitent avoir dans l'épicerie la semaine suivante. Donc, ce qui favorise aussi les échanges et le lien entre agriculteurs et public en situation de précarité. Le vendredi, la commande arrive. On envoie, donc on appelle ou on envoie un mail à l'agriculteur pour qu'il nous prépare les quantités. Et le mardi matin, ce sont nos salariés en insertion qui vont aller chercher les produits, les conditionner et les livrer dans l'après-midi ou le mercredi matin à chacune des épiceries. Donc, c'est pour vous expliquer un petit peu ça, comment ça fonctionne. La mutualisation des fonds en commun qui tourne là jusqu'à fin novembre et on va essayer de renouveler, on va dire, des financements pour 2024, prennent en charge, du coup, 70% du coût de la denrée et tout le volet logistique, que ce soit sur les livraisons de manière concrète et également tout le volet, on va dire, ingénierie de projet, la gestion de la mercuriale, la gestion des commandes, du bon de commande, etc., etc. Donc, depuis le 1er décembre, on livre à peu près 110 kilos de légumes ou de denrées via vrac par semaine. Donc, ce n'est pas énorme non plus, mais pour nous, on va dire que ça lance une dynamique. Et au 18 avril, on avait, donc là, je n'ai pas les derniers chiffres, on a utilisé 37% de l'enveloppe d'approvisionnement. Pour 2020, on va dire à partir du 1er décembre 2023, notre objectif, c'est de doubler le volume de denrées et d'arriver à trouver davantage de financement pour continuer à générer cette dynamique citoyenne. Et donc, on est en contact étroit avec le Fonds Mieux Manger pour tous au niveau régional. Voilà. Dernière slide avant que j'arrête ma petite présentation. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionne notre territoire. Donc, vous avez les épiceries qui sont plutôt dans les cœurs urbains avec toutes les animations qui leur sont proposées. Et les agriculteurs où c'est marqué petits producteurs bio, donc au Pays d'Aix, à côté de Berlétan, ou vers au nord du Pays de Martigues. Et nous qui sommes au milieu, donc le chantier d'insertion, donc avec les salariés en parcours d'insertion, qui assurent ce service pour fournir au mieux de la denrée. Et nous, en tant qu'ingénieurs, tout le temps de coopération qui continue à se mettre en place. Voilà. J'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si on les prend après, Clément, on fait comme tu veux. On va peut-être les prendre après la présentation de Marie pour Toulouse, si Marie, tu es prête à te lancer. Je suis là et je suis prête. Ouais. Tu partages ton écran ou Ouais, peut-être je partage mon écran. Alors, donc je ne peux pas démarrer pendant qu'un autre participant le partage. Normalement, Okay. c'est bon. Non, c'est pas bon. Je ne veux pas avoir l'air d'être contrariante, mais non. Alors, on va y arriver. Attends, du coup, j'ai perdu la fenêtre. Partager l'écran. OK. C'est bon pour vous?
Ouais, on voit bien. Ok. Du coup, je vais vous parler de l'expérience qui a été menée à Toulouse pour le cadre de Territoire à vivre. Donc, l'équipe, c'était le réseau CIVAM et le groupement Bio-Ariège-Garonne, où on a la double affiliation FNAB et CIVAM. Donc, moi, je suis Marie Bertin-Blanc et je travaille pour Bio-Ariège-Garonne sur les projets alimentaires de territoire et la restauration collective, avec Cocagne Alimentaire, le GESMIP, le Secours catholique et la délégation Ariège et Haute-Garonne, et le réseau VRAC. Ça, c'était notre équipe locale. Et la particularité du territoire toulousain, c'est qu'on était dans un foisonnement d'acteurs et d'initiatives qui n'étaient pas forcément liées entre elles. Et nous-mêmes, au niveau de l'équipe, quand on a rejoint l'aventure Territoire à vivre, on ne se connaissait pas forcément. Donc, il y a eu un temps d'interconnaissance entre nous qui a été assez important, plus un temps de repérage, de cartographier les acteurs toulousains. Donc, voilà. Et du coup, plutôt que de mener une action en propre, on s'est vraiment donné pour mission de relier les acteurs entre eux, de poursuivre ce travail d'interconnaissance et de l'élargir, et de proposer, d'accompagner et d'outiller l'ensemble des projets qui viendraient vers nous, et de leur proposer la vision partagée entre réseaux agricoles et réseaux de solidarité que propose Territoire à vivre. Et voilà, donc en global, ce qu'on a fait, c'est tout un tas d'actions, d'outils, de formations à destination de différents publics pour accompagner les projets et faciliter la coopération. Alors, il y a un foisonnement d'actions sur les autres axes, démocratie alimentaire et l'axe économique, mais moi, je vais vous parler surtout de l'axe agricole. Et là aussi, on est toujours dans ce contexte un peu de foisonnement d'acteurs. Sur le territoire toulousain, il y avait déjà un collectif qui ressemble à un pôle impact, qui est un regroupement de réseaux nationaux pour une transition agricole et alimentaire. Et donc, nous, on avait déjà, depuis quelques années, créé un réseau qui s'appelle Nourrir la ville, pour accompagner cette transition agricole et alimentaire de manière concertée entre acteurs, donc avec l'ADR 31 qui s'occupe d'installation, avec le CIVAM 31 Haute-Garonne qui est beaucoup sur l'accompagnement des projets collectifs, salle de découpe, vente en collectif, Cocagne Haute-Garonne qui a des relais logistiques, et l'association Cocagne Alimentaire qui travaillait aussi sur les ateliers cuisine, enfin toutes les actions, les paniers solidaires que Jonathan vous a présentés, qui étaient déjà menés avec là aussi derrière des réseaux d'agriculteurs. Le Centième Singe qui est un espace test agricole, donc qui travaille à l'accompagnement des porteurs de projets non issus du monde agricole, surtout sur 3 années de contrat CAP. Marie, je te coupe rapidement. Ton diapo, il ne diffuse pas. Enfin, Ah bon? Il passe pas. On est sur la première slide. Je sais pas si c'est normal. Ah ben, alors, pourquoi moi, je suis sur la seconde? Alors, qu'est-ce que quoi? Peut-être si tu le passes en grand écran, parce que tu es avec les petits... Ben, je suis en grand écran, mais peut-être je n'ai pas partagé le bon écran. Alors, excusez-moi, je recommence. J'ai arrêté le partage là, du coup? Oui. Alors, je vais repartager l'écran. Tu vas me dire si ça marche mieux. Là, on est sur la slide 2. Ouais, voilà, c'est mieux. Excusez-moi. Du coup, vous voyez l'ensemble des acteurs. Et donc, Terre de Liens sur la maîtrise foncière et Bio-Ariège-Garonne sur essentiellement ce qui était ma mission, le lien avec la restauration collective, qui était déjà de répondre à des problématiques d'alimentation sociale, puisque on est sur des problématiques de volume, de prix, etc., qui ressemblent un peu aux problématiques d'approvisionnement des épiceries et des réseaux solidaires, avec forcément des nuances. Et on a proposé on s'est donné pour mission et on a... Alors, est-ce que ça...
maintenant, je ne peux plus les faire défiler. Alors, je ne suis pas dans mon bureau. Voilà, vous l'avez. Donc, d'initier et d'accompagner des démarches structurantes ou des démarches pilotes pour dynamiser la production bio locale. Et surtout, notre problématique commune, c'est de répondre aux besoins non pourvus, et particulièrement en légumes biologiques locaux pour les cantines, mais aussi pour les réseaux d'appro solidaires. Donc, voilà, en fait, tout le travail, ça a été de faire infuser les problématiques et les thématiques de territoire à vivre dans le travail déjà mené par Nourrir la ville, et inversement, j'ai envie de dire, voilà. Donc, pour vous présenter une des actions où on a aussi fait du lien entre ces deux actions de structure, c'est on a répondu, donc le collectif Nourrir la ville, à un appel d'offres de Toulouse Métropole pour accompagner des projets agricoles d'impulsion communale sur la métropole. Donc, la Chambre d'agriculture accompagne 3 communes, et nous, le collectif, on en accompagne 4, avec voilà, des surfaces et des problématiques différentes. Mais le point commun, c'est qu'ils sont tous en zone périurbaine, qui veulent tous remettre de la production bio locale et à destination des différents réseaux de distribution, restauration collective, réseau solidaire. Et voilà, donc on a travaillé à l'étude de faisabilité de ces projets et à la rédaction des appels à candidature. Donc en ce moment, on est là-dessus. Et pour chaque projet, il y a eu une cartographie des réseaux d'épicerie solidaire, de est-ce que VRAC était impliqué, etc. Et pour illustrer, peut-être sur la commune de Cugnot, donc il y a 8 hectares qui vont être mis en projet. Et la commune, elle a un projet de réorientation de son système de restauration collective vers plus d'alimentation durable qu'on accompagne. Donc, on fait tout un diagnostic de la restauration et un travail pour réorienter les marchés pour qu'ils soient plus accessibles à la production bio locale. Donc, ça concernera la ferme qui s'installera à Cugnot. Il y a l'installation d'un réseau VRAC qui démarre, qui crée un groupe d'habitants et qui se saisit de tous les outils d'accompagnement sur l'axe démocratie alimentaire, partage avec les habitants, construction collective. Nous, on mène un défi foyer alimentation positive, donc, qui s'adresse à des gens qui ne sont pas spécifiquement en précarité, mais qui s'imaginent que bien manger, c'est trop cher pour eux. Plus donc ce projet d'accompagnement de ferme. Du coup, la commune, elle a un projet très global pour travailler l'alimentation, la production, les modes de distribution. Voilà. Donc et il y a la mise en réseau et du collectif Territoire à vivre et de Nourrir la ville là-dessus. Donc, à aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup de projets et des diapositives, plus qu'encore des kilos de légumes transportés. Mais il y a vraiment tout ce travail de mobilisation, de faire du lien, du collectif, de prendre le temps que les gens intègrent à tous les échelons, qu'il faut prendre le temps de connaître ce qui se passe autour pour avancer. Donc voilà, là, on va travailler sur les appels à candidature pour l'installation. Il y a plein d'autres projets qui sont menés dans le Territoire à vivre et qui vont servir les réseaux de l'appro solidaire. Par exemple, une ferme expérimentale sur le nord de Toulouse qui est en lien avec Cocagne et Terre de Liens pour expérimenter des nouvelles manières de produire du légume de plein champ, puisque c'est un savoir en bio, c'est un savoir qu'on a perdu sur notre territoire, pour approvisionner ces réseaux. Voilà, donc sur l'axe agricole, notre travail, c'est vraiment de relier, de rendre visibles les différentes initiatives, de les faire connaître pour partager ce besoin de construire des filières locales, durables et accessibles. Après, le nœud, ça reste quand même le financement des produits. Donc, bien sûr, il y a les réponses à bien manger pour tous, mieux manger pour tous là-dessus. Et on essaye de se répartir un peu l'ingénierie entre le GESMIP, les épiceries et Cocagne sur financer la denrée
et nous, travailler avec les filières pour la rendre accessible d'un point de vue physique. Déjà qu'elle existe avec l'installation, et ensuite que d'un point de vue logistique et commercial et en termes de prix, ce soit accessible pour les réseaux. Et là aussi, dans notre constellation, on avait déjà des plateformes, soit spécifiques bio, qui s'appellent Manger Bio Occitanie, donc plateforme commerciale et logistique, soit Produit sur son 31, qui est 100% local et avec une gamme bio. Et donc, les jardins d'insertion qui faisaient des paniers solidaires en lien avec les producteurs. Et donc, l'idée, voilà, c'est de cartographier tout ça, de travailler sur la logistique. Aujourd'hui, il y a un projet de coopération logistique entre Manger Bio et Produit sur son 31 qui se sont installés sur le mine toulousain et qui partagent des locaux et de la logistique pour approvisionner l'ensemble des circuits. Et il y a aussi des producteurs qui, entendant parler de l'ensemble des démarches, vont contacter directement, par exemple, le GESMIP en disant moi, je décide de mettre 2 hectares de production à disposition du projet. Donc, quels sont vos besoins, et qui travaillent ensemble à de la planification. Voilà, donc on est toujours dans ce foisonnement, mais ça fait monter en volume et en partage de connaissances les projets d'accessibilité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour Toulouse. Merci beaucoup, Marie. Du coup, là, on a un peu de temps pour prendre des questions. Il y en a eu plusieurs dans le chat. Il y a la question au début, pour remonter un petit peu, de Martin qui pose une question à Jonathan, du coup, pour Marseille, une question assez logistique sur comment s'organise le transport entre les 10-15 producteurs, l'entrepôt Graines de Soleil et les 5 épiceries. Et je ne sais pas si tu veux répondre. Ouais, oui, avec plaisir. En gros, comment ça marche? Donc, comme je l'ai dit, on a un système de commande où le vendredi, les agriculteurs savent ce qu'on leur commande dans le cadre de Territoire à vivre. Donc, c'est eux qui conditionnent, on va dire, en grosse caisse. Et c'est donc nous qui allons le chercher en début de semaine. Nous, c'est qui? Ce sont donc les salariés en parcours d'insertion de l'association. Et donc, ils utilisent quoi? Ils utilisent en gros un utilitaire type Jumpy ou Trafic pour aller chercher les différents produits. Donc, ils ont une tournée de 4-5 producteurs entre le lundi et le mardi matin. Après, les produits arrivent chez nous, du coup, en grosse caisse. Et c'est nous, sur le volet chantier d'insertion, qui préparons les commandes pour que ce soit livré par la suite par l'autre équipe de livraison, donc entre le mardi après-midi et le mercredi matin, dans les différents lieux. Et donc, bien évidemment, pour éviter de passer notre temps à rouler, on mutualise les tournées pour livrer les épiceries de Marseille tout le même jour. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, et c'est un petit peu pour ça, on va dire que le volet opérationnel de la plateforme a été plutôt rapidement mis en place, c'est que nous, on dispose déjà de l'infrastructure pour stocker de la denrée. Donc, on a 2 chambres froides type benne d'un camion frigorifique, enfin d'un camion de transport type d'un 33 tonnes, un conteneur frigorifique. Donc, on en a 2 pour stocker les denrées. Et que nous sommes également producteurs, distributeurs de légumes. Donc, du coup, le conditionnement, préparer du panier ou préparer des caisses de légumes à livrer, c'est des choses qu'on sait faire depuis des années. Il y a une autre question, notamment de Sonia, je pense qui a été plus adressée à Marie, sur les rythmes entre restauration collective et structures d'aide et les récoltes, en fait, enfin, toute la production. C'est comme ça que je la comprends. Est-ce qu'il y a eu des solutions, des freins par rapport à ça qui ont été identifiés? En fait, effectivement, que ce soit la question des rythmes, si on prend par exemple la demande de restauration collective qui va s'inscrire dans un rythme d'appel d'offres de marché public de denrées, et donc il faut prendre son élan à peu près 1 an avant, suivant la taille des communes, pour publier un marché qui soit cohérent avec l'offre locale. Mais puisque si nous, on accompagne ce temps-là, ça laisse aussi un peu de temps
et si la commune est prête à déjà travailler un peu son sourcing, c'est-à-dire de se dire OK, je détourne la loi quelque part de la commande publique et je décide que je vais faire un marché qui sera fléché pour de la production bien bio-locale. Ça, il y a quand même tout un travail d'approche à travailler avec les élus pour que certains disent on va le faire, même si la loi interdit le localisme. Mais ça laisse le temps donc de repérer nous les producteurs qui pourraient répondre ou en fait essentiellement les producteurs qui pourraient aller vers les plateformes que sont produits sur son 31 et Manger Bio, parce qu'eux, ils vont amener des compléments de gamme avec les produits laitiers, les céréales, etc., de la viande. Voilà. Donc, en fait, le rythme des plateformes qui ont besoin de travailler de la planification avec les producteurs, si tout le monde démarre en même temps, pour la Restauco, ça marche assez bien. Après, dans le concret, une fois que c'est lancé, il y a des rythmes de production et de consommation. Les cantines sont fermées l'été, les vacances, et il faut avoir anticipé ça pour pas que ce soit du surplus qui aille vers l'un ou l'autre réseau ou que les producteurs se retrouvent avec des produits qui ne seraient pas distribués. Donc, si on a une bonne vision des besoins et d'anticipation des différents circuits, on peut faire de la complémentarité à la fois des gammes et à la fois des débouchés en jouant sur plusieurs réseaux de distribution et plusieurs producteurs qui sont en lien dans ces plateformes. Je ne sais pas si ça répond à la question, je pense que oui. Je pense, et sinon, Sonia, tu pourras répondre en commentaire ou prendre la parole directement. Sinon, une question de Pia pour Jonathan sur, tu mentionnais du coup, tu cherchais des fonds en commun. La question, c'est qui les cherche et comment c'est la répartition des fonds entre les structures qui en bénéficient? C'est nous qui cherchons les fonds, donc Graines de Soleil, puisqu'on est où ça peut être la Cité de l'Agriculture, puisqu'on est les deux structures, on va dire, qui sont le plus structurées pour déposer des dossiers de subvention, lever des fonds, et on a le temps aussi, on va dire, de graviter dans des lieux où on peut éventuellement chercher des financements. Et la répartition, en fait, c'est un projet qui est travaillé en collaboration avec les épiceries et Graines de Soleil et la Cité de l'Agri. Puisqu'il y a tous ces temps de coordination, et donc on réfléchit au rôle de chacun. Et ensuite, on devise le temps pour chacune des personnes qui va et avec quel rôle elle va avoir dans le projet. Là, par exemple, on était en réunion la semaine dernière, dans la logique, on va dire, d'augmentation des quantités de légumes et de produits secs distribués par semaine. On discute entre nous pour savoir déjà si les épiceries sont en capacité d'absorber plus de volume. Donc plus que 100 €, c'est facile. Donc on partirait sur 200 €. S'il y a un besoin des habitants, même s'il y a tout ce travail à faire avec eux, puisque le prix qui est fixé par l'agriculteur, je le rappelle, et donc avec 70% de prise en charge via les aides qu'on a trouvées cette année, reste quand même cher pour les publics. Donc il y a tout ce travail de temps de travail passé par chacune des épiceries pour travailler pour expliquer cette notion de prix, pour mobiliser les publics. Donc on essaie de définir un temps réaliste de travail pour arriver à accompagner les publics et nous pour, on va dire, approcher une offre de service auprès des agriculteurs. Et après, donc, on le quantifie en temps et on le dépose dans le dossier. Très bien. Il y avait une autre question. Et si je peux juste rajouter un truc, aujourd'hui, on en est là, donc ça fait 2 ans que, on va dire, le travail de coopération, objet principal du financement Territoire à Vivre jusqu'à là, est mis en place. Il y a 2 ans, on ne serait pas dans une telle relation de confiance. Donc aujourd'hui, on peut se permettre de faire ça parce qu'on se connaît. On va dire, on ne se cache pas de choses, on essaie de calculer des temps réels, on essaie de voir pour on va dire, la pertinence du projet. S'il y en a un qui peut renier un petit peu par rapport à ce qu'il avait mis au départ, on est dans cette logique de confiance-là. Il y a 2 ans, ça aurait été beaucoup plus chaud, quoi. Et une seconde question pour toi, Jonathan, de Noé, qui demande si l'approvisionnement par les petits producteurs que tu citais, ça comble en fait les besoins des épiceries.
Et sinon, quelle part, un peu, quel volume ça représente globalement? Alors clairement, ça comble pas. La majeure partie, on va dire, des épiceries encore recours, on va dire, à la banque alimentaire, au système d'approvisionnement, on va dire, traditionnel de l'aide alimentaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi ce travail pédagogique pour accéder à des légumes locaux, même si, on va dire, on a travaillé, comme je l'ai dit, avec Action contre la faim, sur des plans de culture, etc. Ben, voilà, il y a tout ce travail pédagogique-là, sur la variété des produits et aussi sur leur coût, parce que je rappelle que les personnes, même si elles ne payent que 30% et que les épiceries ne margent pas, ça reste plus cher que ce qui est donné dans l'aide alimentaire, ou sur les prix, on va dire, de base de l'épicerie, quand on est dans un système d'épicerie classique. Donc il y a ce travail pédagogique-là, et ça se fait avec le temps. C'est quand on organise des visites avec les producteurs, où les gens comprennent qui fait pousser des légumes. Il y a la question du goût, il y a la question de dire la qualité gustative des produits, mais tout ça, ça se fait chemin faisant, entre guillemets. Et en termes de volume, c'est pour ça qu'on part sur doubler l'enveloppe denrées, entre guillemets, l'année prochaine, où on pense que ça pourrait convenir aux différents publics. Avec, en gros, ce serait 200 € de légumes par semaine. Là, on est à 100 €. Et en sachant que les projets, que je rappelle, donc on n'est pas dans des projets d'épicerie ultra structurés pour l'instant. Donc là aussi, je pense qu'il va y avoir une montée en puissance du travail fait par chacune des structures pour accueillir davantage de public. Peut-être que du coup, Pia, tu veux réagir à l'oral, puisque le fait que Jonathan dise que les épiceries ne font pas de marge te fait réagir, et tu avais une question sur les prix aussi au-dessus. Bonjour, j'ai une petite question. Du coup, c'est pour TV Marseille, pour Jonathan. Pour le prix des produits que vous fournissez aux épiceries, Ouais. c'est 30% du prix moyen du marché pour les bénéficiaires. Non, c'est pas du prix moyen du marché, c'est du prix fixé par l'agriculteur. Ok, prix fixé par l'agriculteur. Ok, et du coup, votre structure, enfin, les Ouais. épiceries reçoivent le produit, je dis n'importe quoi, hein, à 1 €. Ouais. Ils le revendent à leurs clients bénéficiaires à 1 €. Oui. Aucune marge du tout faite par les structures Non. qui distribuent. Non, parce que pour l'instant, le prix de la denrée qu'on propose est plus cher que ce qu'elle touche à l'aide alimentaire, donc que les produits distribués à l'aide alimentaire, même si c'est pas la même logique, c'est pas des produits locaux, mais le public touché pour l'instant, on essaie de le sensibiliser, mais ils n'ont pas le pouvoir d'achat qui leur permettrait de. Donc, entre guillemets, entre la boîte de petits pois et les petits pois frais, ils vont goûter du petit pois frais, mais ils ne pourraient pas le payer si l'épicerie rajoute une marge en plus. Et nous, on ne marge pas, puisque du coup, nous, on est financé dans le cadre du projet pour porter cette plateforme logistique. Et Donc, du coup, on limite les coûts. Du coup, les épiceries sont-elles financées pour ça? Parce que ça veut dire que là, les produits, elles les distribuent sans récupérer un petit quelque chose. Non, elles ne récupèrent rien. Par contre, le temps d'animation des épiceries est financé. C'est-à-dire qu'elles ont, pour cette année, ce n'est pas grand-chose, une enveloppe de 3 000 € pour travailler, on va dire, le lien avec leur public. Commander en commun, venir visiter des fermes, faire des ateliers cuisine, elles sont financées pour ça. Mais elles ne sont pas financées sur la denrée. Ok, merci. Il y avait aussi une question de Véronique, là, je pense, qui s'adresse aux 4 territoires sur la place des centres sociaux dans les projets. Jérémy avait commencé à répondre en chat, mais si vous voulez répondre aussi, n'hésitez pas. Moi, je vais répondre rapidement. Une des épiceries est portée par un centre social, le centre social de Frévalon. Voilà. Marie, pour Toulouse. Oui, pour Toulouse, il y a un centre social qui héberge, on va dire, une des structures Alimeco, qui est un collectif de citoyens qui s'est engagé pour de la distribution accessible. Et donc, le centre social accueille les ateliers cuisine, facilite tout le travail de ce collectif qui a été appuyé par Territoire à Vivre. Ils sont des fois, ils sollicitent des ateliers cuisine, différentes activités. Pour l'instant, le lien avec les centres sociaux, il est pareil. On s'inscrit dans leur panel d'action avec le nôtre et on fait des liens et ils nous accueillent.
Des fois, c'est nous qui sollicitons le lieu, juste en termes de lieu, et on arrive avec nos publics, on va dire. Et des fois, c'est eux qui ont un public qui cherche des réponses. Et nous, on arrive avec des réseaux de partenaires et des propositions d'action ou d'appro. Et peut-être pour Montpellier, si Pauline ou Clara, vous voulez compléter sur la place des centres sociaux dans le projet, s'ils sont ou pas intégrés. Oui, je ne sais pas si Pauline n'est par là. Sinon, je vais essayer de répondre, mais je pense qu'elle a plus d'éléments à apporter. Non, bon, du coup, j'y vais. Il y a des liens avec un centre, enfin, c'est le CEIS, du coup, c'est un centre d'expérimentation d'innovation sociale. À ma connaissance, c'est un des liens qu'on a et en plus qui projette d'ici quelques années de créer une épicerie ouverte à tous. Donc, il y aura aussi des questions à travailler sur les appros. Et après, j'ai peur de dire des bêtises, donc je ne veux pas m'avancer. C'est plus Pauline qui saurait ça si jamais elle est à un moment pour répondre. Je peux peut-être rajouter un mot concernant Lyon pour étayer un peu le propos que j'ai mis dans le chat. Mais nous, en gros, la Fédération des centres sociaux du Rhône, elle est impliquée depuis le début dans le territoire à vivre Lyon. Et elle est impliquée notamment dans la gouvernance qu'on a constituée donc pour le projet, donc qui est la coordination, où il y a 15 structures qui décident des grandes orientations des projets territoires à vivre. Mais elle est aussi présente sur des actions de démocratie alimentaire qu'on a sur les territoires. Et du coup, il y a même certains centres sociaux, 2 ou 3, qui sont directement impliqués dans des actions sur les territoires. Et ce qu'on envisage aussi, il y a tout un pan qu'on veut un peu développer justement sur cet aspect filière, puisque il y a beaucoup de centres sociaux qui cherchent, qui achètent ou qui font du colis de produits et qui souhaitent transformer leur approvisionnement vers plus de produits de qualité et locaux. Et donc, ça va être comment on va rapidement essayer de les raccrocher à cette histoire de plateforme et se mailler et se coordonner pour développer encore tous les financements, tous les tiers financements, toutes les sources de tiers financement sur le territoire pour pouvoir avoir les moyens d'opérer cette transition sur le territoire. Peut-être une dernière question qui est de Martin et qui est destinée, Jonathan, sur est-ce qu'à Marseille, vous envisagez dans le futur de créer une structure pour justement collecter ces fonds en commun, ou c'est pas particulièrement un projet actuellement? Pour l'instant, non. En gros, ce qu'on envisagerait, c'est déjà d'augmenter le volume et peut-être d'ici 2-3 ans, on va dire, de rajouter d'autres structures qui partagent notre vision et notre plaidoyer, puisqu'il y a tout ça dont on n'a pas parlé. Là, on parle vraiment le volet agricole pur. Mais pour moi, ça s'inclut vraiment dans un système global où il faut partager des valeurs, partager des logiques, jouer le jeu de la coopération, où des fois on gagne, des fois on perd, ça dépend des années. Donc, il y a, ouais, et donc créer une entité juridique, non. Une structure à part entière, non. Parce que je pense que les rôles sont plutôt bien définis. Et on sait où, on va dire, quel rôle chacun a d'un point de vue opérationnel. Après, peut-être qu'il faudra, sur le volet gouvernance, puisque tout ça, c'est donc ces décisions partagées, hein, je rappelle, créer un truc, mais c'est pas d'actualité, quoi. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas oublié de questions. Je propose, après la présentation de ces 4 territoires, qu'on change un peu de terrain et je propose de laisser la parole à Léa qui va nous présenter une étude qu'elle a faite l'an passé auprès justement d'initiatives de solidarité alimentaire qui sont investies d'une façon ou d'une autre dans les territoires à vivre et de producteurs. Elle a étudié comment entre ces deux acteurs se construisent les prix. Par exemple, on a eu Jonathan là, qui nous a parlé qu'à Marseille, ils ont créé un Mercurial spécialement avec des producteurs bio qui communiquent leurs prix à eux régulièrement, etc. Donc voilà, donc c'est un peu creuser cette question, c'est le choix qu'on a fait côté réseau SIVAM de creuser ce nœud qui est la question du prix. Je te laisse Léa du coup aussi.
Ouais, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous voyez mon écran déjà. Est-ce que vous voyez On voit, mais en version pas plein écran, quoi. Oui. Ça suffit ou c'est OK? Ou c'est... Non, c'est Ça va, lisible. non? Ouais, parfait. Par contre, moi, je vois rien. Bon, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, oui, c'est dans le cadre de mon mémoire de fin d'études en école d'agronomie que j'ai réalisé cette étude avec le réseau CIVAM et du coup dans le cadre du projet Territoire à vivre. Et donc, l'objectif, c'était de comprendre comment sont fixés les prix des denrées entre des producteurs et des initiatives d'accès à l'alimentation durable. Et donc, pour donner en fait des clés de compréhension aux initiatives qui utilisent différents leviers pour obtenir des prix accessibles et leur permettre une meilleure connaissance en fait de la production agricole. Donc, alors attendez, c'est pas la bonne diapo. Tac. Donc, pour répondre en fait à ces questions, je suis allée interroger en fait des initiatives et des producteurs sur les 4 terrains de Territoire à vivre pour du coup comprendre en fait comment elles sont sorties de la gratuité, parce que c'est souvent des initiatives qui ont fait le choix de s'approvisionner sur des marchés, donc de sortir du système d'approvisionnement uniquement par des banques alimentaires. Interroger aussi des producteurs pour comprendre qu'est-ce qui les a motivés à s'impliquer dans ces partenariats, et puis comprendre globalement comment se traite la question du prix entre les deux, comment les initiatives souhaitent négocier ou non les prix avec les producteurs, et comment eux, les producteurs, fixent leurs prix de leur côté. Et puis aussi globalement comprendre sur qui repose la solidarité dans ces dispositifs. Donc du coup, l'étude a duré 6 mois, et donc on a pu interroger 11 salariés ou bénévoles d'initiative, 7 producteurs, et puis il y a eu 5 aussi compléments d'enquête, on a appelé compléments d'enquête, pour un peu nourrir l'étude en général. Du coup, pour un peu présenter les types d'initiatives et de producteurs qu'on a interrogés, pour les initiatives, c'est des structures qui, dans tous les cas, ont une réflexion sur la qualité des produits qu'elles proposent à leurs usagers et qui développent des approvisionnements locaux. Donc, ça peut être des initiatives qui s'approvisionnaient via les banques alimentaires et qui souhaitent à un moment dans leur parcours proposer plus de qualité, ou ça peut être des initiatives qui dès leur création, ont construit leur approvisionnement via uniquement des produits locaux, enfin, qui sont tournés directement vers les producteurs de leur territoire. Et au niveau des producteurs, ça a été un peu toute production confondue. On n'a pas uniquement eu des maraîchers, contrairement à ce qu'on pensait au début. Voilà. Donc, pour un peu résumer les résultats de cette étude. Je vais d'abord présenter un peu les motivations des initiatives et des producteurs, ce qui les a motivés dans leur partenariat, et ensuite plus se centrer sur la négociation, comment se passe la négociation des prix, puisque c'était le sujet principal. Donc du coup, du côté des initiatives, ce qui ressort, c'est qu'elles ont toute une réflexion sur la qualité des produits qu'elles veulent proposer à leurs bénéficiaires, et elles tentent en fait le plus possible de se rapprocher de leur idée de système alimentaire durable, et c'est pour ça qu'elles se tournent vers des produits locaux et bio, parce que c'est ce qui apparaît comme des bons critères en fait pour proposer plus de qualité. Et du côté des producteurs, ce qui les motive pour fournir ces initiatives, c'est plutôt des raisons opérationnelles et économiques. Ça, c'est un peu ce qu'on a trouvé comme terme pour définir ce qui les motive. Mais en fait, les producteurs, ils vont fournir ces initiatives parce que
en fait, l'initiative, enfin, fournir ces initiatives, ça ne change par exemple pas le trajet qu'ils font déjà pour fournir un autre débouché. Donc, c'est un gain ils peuvent gagner en fait un débouché sans augmenter leur charge ou sans y passer plus de temps. Ce qui peut aussi les motiver, c'est quand l'initiative montre une certaine souplesse parce qu'ils acceptent des produits non conformes et donc en fait le débouché présente un intérêt parce qu'ils vont pouvoir vendre des produits et qu'ils n'auraient pas pu vendre ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et que vous avez aussi exprimé. L'objectif des initiatives, c'est de pas être en fait d'arranger les producteurs au plus possible. Et cette question de l'accessibilité de leurs produits, c'est quelque chose qui est en fait un vrai plus. Ça ne va pas être une motivation première parce que on le sait, les producteurs, ils ont des contraintes assez importantes dans leur modèle en termes économiques et puis de temps. Mais par contre, voilà, c'est un vrai plus et ils sont globalement, les producteurs que j'ai interrogés sont très sensibles à cet aspect solidaire des initiatives qu'ils fournissent. Maintenant, comment la négociation entre les producteurs et les initiatives se passe. En général, donc c'est plutôt les initiatives qui sont en position de négocier ou non le prix avec les producteurs. Et en fait, les initiatives, en général, elles ne souhaitent pas négocier, et ça aussi, vous l'avez dit, elles ne souhaitent jamais négocier les prix avec les producteurs parce que elles sont aussi conscientes des difficultés économiques et de la situation précaire des producteurs. Donc voilà. Et en plus, elles ne se sentent pas outillées pour se lancer dans une négociation. Du coup, la négociation, elle ne prend pas la même forme que sur le marché classique, on va dire, où les distributeurs cherchent un peu à tirer les prix vers le bas. Mais bon, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que comme les initiatives sont aussi contraintes par leur propre modèle et leur modèle économique, il peut y avoir des formes de négociation qui apparaissent, que je ne vais pas présenter là, mais qu'on a détaillées dans l'étude. Voilà. Et le point important en fait, qui ressort de cette étude, c'est que même s'il n'y a pas de négociation à proprement parler, on ne peut pas dire que ça permet d'assurer une juste rémunération des producteurs, parce qu'en fait, la fixation des prix du côté des producteurs se fait en fonction de nombreux paramètres qu'ils ne contrôlent pas eux-mêmes. Et je ne sais pas si vous voyez encore une diapo. Ah, voilà. Voilà, donc ils ne contrôlent pas, ils fixent leur prix en fonction de nombreux paramètres. Et en fait, en gros, quand je demandais un peu, et vous l'avez dit, c'est des sujets qui sont un peu délicats à aborder avec des producteurs, mais quand je leur demandais comment ils fixent les prix et comment ils calculent leurs coûts de production, globalement, ils me donnaient rarement des chiffres sur leurs coûts de production. Le calcul précis des coûts, il est réalisé au début de l'activité, mais en fait, c'est très difficile d'ajuster les prix d'ajuster les prix en fonction des coûts qui varient énormément. Et donc, en fait, ils ajustent leur prix en fonction de la logistique de livraison. Si le débouché est loin, ils vont augmenter un peu leur prix. De la concurrence, parce que les producteurs comparent beaucoup leurs prix à des mercuriales, à des voisins de marché, aux prix qu'ils peuvent trouver chez les grossistes. Mais il y en a beaucoup, et la plupart, qui expriment les limites de cette concurrence, parce que, en fait, les mercuriels, c'est des référentiels de prix qui sont pas forcément, qui concordent pas avec leur modèle, enfin le modèle des producteurs que j'ai interrogé, et du coup, en fait, ils sont face à ce problème. En fait, s'ils ne
s'ils ne se calent pas sur ces mercuriales, ils ne peuvent pas vendre parce que du coup, ils sont trop chers par rapport aux autres. Mais en même temps, ils sont bien obligés de le faire parce que voilà, il faut qu'ils s'alignent à cette concurrence. Ils fixent aussi leur prix, ils ajustent leur prix aussi en fonction du consentement à payer des producteurs, des consommateurs, pardon. Où là, en fait, il y en a beaucoup qui me disaient bah, si je vends plus cher, personne ne me l'achète. Tous ces paramètres, en fait, ils sont un peu contraints d'ajuster leur prix en fonction de tout ça. Il y a et c'est assez flou en fait quand on leur pose des questions. Il y a une formulation marquante que m'a dit un producteur maraîcher de Montpellier, c'est on navigue à vue, parce qu'en fait ils adaptent leur prix en fonction des événements presque au jour le jour et ils ne peuvent pas trop anticiper finalement. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le temps, mais donc c'était un peu les grands enseignements de cette étude qui était du coup sur comment on fixe les prix, on fixe les prix entre les initiatives et les producteurs. Très bien, merci Léa. Et donc, côté territoire à vivre, suite à cette étude, on a un peu apporté des éléments supplémentaires, on a tiré un livrable qui s'appelle, je vais récupérer le partage d'écran si tu peux, qui s'appelle donc, comme Jérémy l'a mentionné tout à l'heure, la quadrature du poireau. Donc, comme ce titre l'indique, en fait, c'est cette idée de creuser cette question de l'équation impossible entre des prix accessibles et des prix rémunérateurs. Et du coup, concrètement, pour faire un petit peu de pub rapide pour ce livret, la quadrature du poireau, c'est un petit livret d'une 40aine de pages qui se pense comme un outil de sensibilisation et d'accompagnement pour deux publics, en fait, pour d'abord tous ceux qui seront salariés et bénévoles d'initiatives d'accès à l'alimentation, quelles qu'elles soient, qui se retrouvent à devoir acheter auprès de producteurs locaux, notamment des producteurs, des denrées. En fait, c'est pour les accompagner sur la relation d'achat et c'est considéré comme un outil de dialogue sur une meilleure compréhension des contraintes et des motivations des uns et des autres. Donc concrètement, ça permet de lever déjà des préjugés sur les personnes en précarité, qui est pas forcément très nécessaire pour les bénévoles d'initiatives d'accès à l'alimentation qui sont déjà bien au fait de cette chose-là, peut-être plus aussi pour les agriculteurs qui peuvent en avoir également, ces préjugés-là, on en a tous. Et ça permet de déconstruire aussi des idées reçues sur les prix, où là, par contre, c'est peut-être un peu plus intéressant, y compris pour les bénévoles et salariés d'initiatives d'accès à l'alimentation. Donc, c'était un peu ce que disait Léa, par exemple, cette idée, comment un producteur construit un prix, comment il propose son prix, c'est essayer de déconstruire un peu ce processus et déconstruire certaines idées reçues qu'on peut avoir dessus, et notamment une idée qui peut être que quand un producteur propose son prix, ça va forcément être un prix qui sera rémunérateur. C'est pas forcément vrai. Et du coup, on essaie de revenir là-dessus dans ce livret, d'expliquer pourquoi c'est pas forcément un prix non négocié, n'est pas forcément pour autant un prix rémunérateur. C'est très bien de pas négocier les prix. Mais voilà, c'est pour essayer en fait, finalement, d'apporter de la complexité. C'est comme si c'était pas assez compliqué déjà, d'apporter un peu de complexité sur cette question des prix. On prend aussi un peu des perspectives plus larges. On ne reste pas que dans une focale micro entre producteurs et initiatives. On essaie un peu de décentrer un petit peu en prenant un peu de perspective et en revenant un peu sur aussi comment est financé l'aide alimentaire, de quoi compose de quoi est composé le revenu agricole, etc. Qu'est-ce que quand on paye une denrée, qu'est-ce qu'on va payer derrière, etc. On essaie un peu d'apporter des éléments de complexité autour de ça. Voilà, c'est des exemples. Par exemple, dans le livre, vous pouvez voir cette idée que même non négocier un prix n'est pas forcément rémunérateur. Et du coup, ça liste un peu pourquoi ça l'est pas. Ou sinon, sur la question de cette complexité, justement, en partant d'un petit exemple qui est combien vendre mes carottes, c'est ce que peut se poser le producteur au moment de proposer son prix. Là, on peut voir toutes les questions qui peuvent qui peuvent lui arriver, qui peuvent se poser. Et on voit que finalement, c'est un peu un vrai casse-tête, quoi. Donc, pour
Ça, c'était pas sur le Poireau. Vous pouvez le télécharger gratuitement en version PDF sur le site de Réseau Civam, sur le site de Territoire à Vivre aussi. Et il y a les 2 autres livrables aussi, qui étaient un qui s'intéresse plus au modèle économique des territoires à vivre, et l'autre rédigé par Equitase et Secours catholique sur plus pas vraiment un manuel, si un manuel pour accompagner les initiatives de démocratie alimentaire dans leurs animations. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des petits commentaires sur la couverture du Poireau. Merci. Et donc, pour se le procurer, comme je disais, sur le site, je vais pouvoir vous mettre un lien si vous voulez. Ah ben, Mélanie a été la plus rapide. Et je propose qu'il reste une petite dizaine de minutes rapidement. Je vois qu'il y a une question de Sonia. Peut-être que tu peux la poser à l'oral. Pour une dernière question comme ça, et après on laissera Nathalie conclure. Alors, j'espère que ça fonctionne. Vous m'entendez? Oui. Ok. J'ai pas de caméra, désolée. Mais du coup, pour transmettre un peu plus en direct ma question, c'était bon, ça m'a ramené à la mémoire des situations dans des initiatives que j'ai un peu menées à l'origine par mon AMAP et surtout pendant la période de confinement où on a voulu venir en aide à des paysans. Particulièrement, là, c'était concrètement des arboriculteurs à qui leur restait des fruits dans les arbres et du coup, elle risquait de s'abîmer, les marchés étaient fermés, on ne savait pas, c'était pas encore clair si ça allait se réouvrir. Et je me suis sentie assez inconfortable de repérer que une des difficultés pour les paysans à qui on leur disait, mais il te reste combien de kilos de fruits et comment on peut t'aider? À ce moment-là, c'était sauver la production et en même temps avoir de quoi se fournir. Mais je me dis que c'est quand même aussi une vision qui peut être en perspective à long terme. C'est que euh, je les ai sentis extrêmement fermés dans ces espèces d'impositions qui leur mettent les marchés des grossistes, ou voyons la distribution un peu plus longue, sur le fait de devoir faire des prix différenciés en fonction du calibre, de pouvoir estimer le volume disponible aussi, de légumes qui sont vraiment les très jolis à vendre et les 12e catégories, ou le fait que si cette année je sais pas, il a fait moins bon et les tomates arrivent un peu tard, bah, ils vont devoir les vendre au rabais alors que bah, ils sont si bons, quoi. Mais c'est juste, ils arrivent un peu tard pour le goût, le palais du consommateur. Du coup, je me demandais si au niveau de l'étude, c'était des éléments qui avaient été assez pris en compte ou évoqués par les paysans. Merci. Peut-être que Léa, tu voudras compléter du coup sur toi ce que tu as vu pendant ton étude comme témoignage côté paysan. Mais effectivement, c'est un exemple que voilà, si une production arrive trop tôt ou trop tard, elle n'aura pas forcément, ou si elle arrive quand il y en a déjà plein sur les étals, il n'y aura pas forcément la même valeur. Donc ça, c'est un exemple supplémentaire de en quoi la façon de poser un prix est compliquée en fait, est difficilement objectivable. Peut-être que Nicolas, tu veux compléter avec ton vécu aussi là-dessus. Je peux hocher de la tête un petit peu. Oui, merci. Mais effectivement, ce constat, en fait, il est, on le fait tous. Et alors, je pense plus côté paysan, c'est tous les inconvénients. En fait, le libéralisme, il a quelques avantages pour une petite minorité, une toute petite minorité qui va spéculer, qui va souvent être du côté des intermédiaires entre consommateurs, mangeurs et paysans. Et il produit des gros inconvénients sur tout le reste de la chaîne de l'alimentation. Et côté paysan, voilà. Alors effectivement, l'agréage, le calibre, la précocité, enfin la saisonnalité, en fait, aujourd'hui, parfois on est dans des situations où il faudrait justifier que le climat, oui, a une incidence sur nos systèmes de production et que, par conséquent, on peut avoir des fois
des points de vulnérabilité, et ça, effectivement, on l'exprime, et côté producteur. Donc, d'où l'importance de travailler ensemble à se donner des garanties de qualité, de qualité de vie, de qualité de denrées, et puis aussi des garanties sur le plan social côté producteur. Et dans tous les témoignages qu'on a eus en fait, sur les différents territoires, en fait, c'est ce qui ressort aussi. Cette idée qu'il faut qu'on se rencontre. Je le disais tout à l'heure dans le chat, alors quand je dis qu'il faut qu'on se rencontre, le on, c'est qui? C'est mangeur, producteur. Toujours cette idée de vraiment avoir une bonne base, construire sur cette base et dans le cadre de la démocratie alimentaire. Tout à l'heure, Cécile Faux mettait en commentaire que c'était quelque chose d'important, que les producteurs ouvrent les portes de leur ferme et qu'ils ne restent pas seuls de leur côté avec leurs problématiques, mais que justement, ils les partagent et qu'avec tous les publics, de façon universelle, avec leurs concitoyens, et qu'on trouve des solutions à ça. Et je pense que là, en fait, on est en train d'y travailler. Effectivement, ce constat, il est évident. Tout le monde le fait. Merci bien. Je pense qu'on arrive vers la fin. Déjà, merci beaucoup à Jérémy, à Clara, à Jonathan, à Léa et à Marie pour leur témoignage. Nathalie, je te laisse prendre le relais. D'autant qu'on a une réunion juste derrière. Alors, on a pris connaissance des expérimentations au sein de Territoire à vivre. Moi, je vais être un peu plus généraliste, parce que vos questions étaient hyper techniques, la plupart. Donc, moi, je vais être beaucoup plus généraliste. Donc, le système agricole actuel ne nourrit pas tout le monde, on le constate, et en plus, il ne rémunère pas vraiment décemment les paysans, sans compter les dégâts environnementaux. Alors, proposer un autre système d'accès à l'alimentation, c'est aussi changer le modèle agricole. Beaucoup d'initiatives pour une agriculture plus vertueuse et plus rémunératrice ont vu le jour sans pour autant peser sur un changement du système dominant. Les AMAP, les magasins des producteurs, le territoire à vivre. On est encore très loin d'un changement profond. Il s'agit aujourd'hui de travailler ensemble. C'est ce que disait à l'instant Nicolas. Les mangeurs, les producteurs, les collectivités, les politiques pour l'avènement d'une véritable démocratie alimentaire. Il s'agit de faire mouvement, entre autres de soutenir les initiatives émergentes afin de se faire comprendre et de se faire entendre. En vieille 68 tard, je vous dirais, ce n'est qu'un début, continuons le combat.